Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous accueillir pour cette première conférence de cette deuxième journée des Rendez-vous Carnot. Donc, ce cycle de conférences techniques est organisé en partenariat avec Technique de l'Ingénieur. Je suis Ariane Mizrahi, directrice éditoriale de Technique de l'Ingénieur, et vous pouvez nous retrouver toute la journée au stand A1 du salon pour découvrir notre collection documentaire scientifique et technique. Donc nous allons commencer la journée avec cette conférence intitulée « L'hydrogène, une solution pour le stockage des énergies intermittentes ». Nous allons écouter Monsieur François Lenaour, directeur de programme au CEA Liten, Institut Carnot, Énergie du futur. Adamo Skrenci, membre du directoire de McPhy. Philippe Bussy, directeur technique Atmostat. Et à la suite de ces présentations, nous écouterons une intervention de Monsieur Luc Bodino, responsable des projets hydrogène et piles à combustible à l'ADEME. Messieurs, vous avez la parole. Du coup, bonjour mesdames, messieurs. Donc, je vais essayer de vous tracer, donc on a 40 minutes pour vous présenter ce sujet sur l'hydrogène, potentiel soutien au développement des énergies renouvelables. Donc je rentre très vite dans le contexte, je vais vous le présenter en quelques slides. Le problème des énergies renouvelables aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'elles vont prendre une part de plus en plus importante dans le mix énergétique, qu'il soit français ou mondial. Vous avez sur la courbe de gauche ici en vert la croissance souhaitée de production d'électricité par origine renouvelable, et on voit que c'est vraiment sur ce segment-là que la production d'électricité va être le plus croissante prochainement. Un des problèmes de cette pénétration forte des renouvelables est lié au côté non prédictible et intermittent de certaines de ces solutions, telles que le solaire et l'éolien particulièrement, qui fait qu'on ne peut plus résoudre l'équation d'une production d'électricité concomitante à une consommation. C'est-à-dire que quand vous, consommateur, vous appuyez sur le bouton, l'opérateur de réseau est tenu de pouvoir fournir l'électron qui va permettre de répondre à votre fonction. Et donc il y a une équation qui veut que sur le réseau, à tout moment, la production égale la consommation. Le fait qu'on s'appuie de plus en plus sur de l'éolien ou sur du solaire fait que cette équation est de plus en plus dure à résoudre pour les opérateurs de réseau. Et donc, une première solution qui est envisagée, c'est naturellement de disposer les sources intermittentes telles que l'éolien et le solaire de façon assez répartie sur des territoires assez grands pour avoir un effet de foisonnement et être capable de répondre par une source, qu'elle soit à courte distance ou à longue distance, au travers du réseau. Ce qu'on voit sur ce graphe-là, c'est que dans les projections 2030, quand on s'appuie sur le foisonnement, on se rend compte que si on dimensionne le parc des renouvelables à la juste demande, à la pointe d'électricité, on n'est pas du tout dans les clous, puisqu'en fait le disponible à chaque instant est en moyenne de 21% du parc installé sur ce renouvelable. Ça peut descendre à 4% de temps en temps et monter à 60%. Donc on voit bien que par rapport à la demande, on a une inadéquation de la solution énergie renouvelable, y compris foisonnée, par rapport au problème de la distribution d'électricité. Un exemple marquant, alors qui commence à dater un peu aujourd'hui parce que c'est celui que je connaissais bien, mais il faudrait peut-être que je réactualise parce que je pense que d'autres situations sont apparues. Je prends l'exemple du Danemark parce que le Danemark est un pays qui avait un grand parc, qui produisait son électricité essentiellement à partir de fossiles jusqu'à la fin des années 1990. Et donc ils ont eu un programme de croissance du parc éolien parce qu'ils sont sur des îles et ils profitent d'un climat qui est propice au gisement éolien. Ils ont déployé massivement des éoliennes. Alors ce que vous avez sur ce graphe-là, en rose, en haut, c'est la courbe d'appel de consommation électrique de l'ensemble des Danois. On est vraiment sur des échelles 3500 mégawatts, on n'est pas à l'échelle d'un petit village, on est à l'échelle d'un pays là. Et donc il y a bien du foisonnement d'éoliennes sur le territoire danois. En bleu dessous, vous avez la production d'énergie éolienne sur la même période. On est début août 2001. Et on voit que le potentiel éolien peut même répondre quasiment à la moitié de la demande de consommation électrique côté danois à ce moment-là. Donc ils étaient très en avance sur le déploiement d'énergie renouvelable. Ce dont on aperçoit, c'est que sur une semaine, puisque vous retrouvez les semaines, les 4 pics assez hauts les 5 pics assez hauts sont les 5 jours de la semaine. Les week-ends, ils consomment beaucoup moins. Et on voit que sur une semaine complète, ils n'ont pas eu de production éolienne du tout.
et donc ils n'ont pas été capables de répondre aux besoins sur leurs propres ressources. Et fort heureusement, la ligne entre l'Allemagne et le Danemark a permis d'assurer un transport d'énergie électrique issu d'Allemagne sur des très fortes capacités. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait eu un effet domino, ils auraient pu faire tomber toute la plaque européenne sur du réseau électrique. Donc même le foisonnement n'est pas forcément une solution qui est totalement satisfaisante. Et si on revient au problème de la France, des scénarios ont été établis pour 2030 et 2050, et on se rend compte que, suivant un des scénarios qui est proposé par l'ADEME en 2012, on voit que en utilisant l'ensemble des potentiels renouvelables, nucléaires et fossiles qui sont encore en service, on va se retrouver sur l'année, le graphe de gauche c'est donc l'ensemble de l'année, sur des moments où on aura une surproduction d'électricité en rouge, et puis évidemment on aura une sous-production, avec des niveaux d'énergie qui ne sont pas négligeables, puisque la surproduction électrique en 2050 pourrait être de 75 TWh, donc des niveaux d'énergie très importants. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait de cette énergie finalement qui nous est offerte, sur lequel on a investi des équipements type éolienne, type ferme solaire et autres, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc la première idée c'est naturellement d'essayer de jouer sur la consommation, c'est-à-dire puisqu'on n'arrive pas à avoir la production conforme à la consommation, on va essayer d'adapter la consommation à la production. On sait que c'est un problème sociétal qui est quand même pas très évident. Alors on peut toujours jouer sur le monde industriel, et il y a des solutions à ce niveau-là, mais qui ne sont pas suffisantes et qui restent quand même des solutions assez ponctuelles dans le temps. Le deuxième moyen qui existe déjà, c'est toutes les solutions de stockage qui sont déjà développées ou en cours de développement du stockage d'électricité, donc les STEP, les barrages en cascade qui permettent de stocker des quantités d'énergie assez importantes. Le KS qui est la compression de l'air dans des poches caverneuses qui est toujours en développement également, puis les batteries électrochimiques, qui là pour le coup devraient être disséminées grandement, puisque on n'a pas aujourd'hui de batteries de très grande capacité en termes d'énergie, et donc il va falloir soit avoir des centres complets de batteries, soit disséminer sur le territoire des batteries. Cette solution, pour 75 MWh, elle est également à mettre en œuvre, mais elle n'est pas suffisante. Le troisième volet, c'est l'exportation. Alors l'exportation, c'est aussi un sujet un peu difficile parce que certes, on pourra exporter notre excès de production. Dans le cas d'un foisonnement européen, on pourra toujours vendre à nos voisins si nos voisins sont en déficit de production. Maintenant, si eux aussi sont à ce moment-là en production affirmée, on aura bien le problème de savoir qui va relâcher ses moyens de production. Le quatrième volet, et c'est un peu l'objet du sujet qu'on pense aujourd'hui, c'est toute la voie hydrogène, la voie gaz. L'idée, c'est de dire qu'on peut stocker l'électricité sous une forme différente. Alors, ce qui est déjà le cas dans le cas des STEP, puisqu'on utilise de l'eau et de la mécanique. Mais là, l'idée, c'est de transformer l'électricité dans une molécule chimique qui a le bon goût de se stocker, de se transporter peut-être plus facilement. Certes, avec des rendements dont on parlera un peu plus tard. Et puis la dernière voie, qui est celle qui est aujourd'hui malheureusement mise en œuvre, c'est le délestage des surplus, c'est-à-dire que quand on a trop de production sur le réseau, on arrête des installations de production renouvelable et du coup, on baisse leur rentabilité. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut répartir cette surcharge électrique au travers de différentes solutions, et toujours dans les scénarios ADEME qui ont été travaillés avec GRT Gaz et Intelligent Energy, sur les 75 TWh dont je vous parlais tout à l'heure, qui seraient potentiellement disponibles en 2050, on pense qu'il y en a 15 qui pourraient être absorbables par les stockages de type STEP, donc les barrages en cascade. Une quinzaine, en gros, si on reprend les statistiques, pourraient être dédiées à l'export. Une autre quinzaine pourrait être adressée à d'autres moyens de stockage que les barrages ou que ce que je vais dire plus tard, l'hydrogène. Il y aura un surplus d'électricité de 5 TWh et ça laisse 25 TWh qui pourraient être disponibles pour être traités par électrolyse pour production d'hydrogène. Donc un petit peu, c'est un scénario parmi beaucoup. Et en fait, tout l'objet des travaux qui sont menés aujourd'hui dans le cadre du programme Hydrogène France vise à essayer de démontrer ou d'établir la pertinence ou pas de cette solution au regard des problèmes et économiques et sociétaux, puisque l'hydrogène est également un élément qui peut poser quelques soucis dans le monde sociétal. Quand on prend ce graphe qui maintenant est assez reconnu au travers le monde et qu'on prend les différentes solutions de stockage, vous avez en abscisse la capacité d'énergie, donc le volume d'énergie qu'on va stocker, en commençant par le kilowattheure, en allant jusqu'à plusieurs gigawattheures, et en ordonnée vous avez les constantes de temps, c'est-à-dire est-ce qu'on stocke pour quelques secondes, quelques heures, quelques jours, voire de l'intersaisonnier. Et donc on voit que l'hydrogène prend une place qui n'est pas prise par d'autres solutions, puisque toutes les solutions, y compris de grande capacité comme les STEP et les KS,
reste au niveau d'un stockage pour quelques jours. Un grand barrage, le grand barrage de Grand Maison qui est près de Grenoble, là où je travaille, a une capacité de 72 heures finalement de restitution en stockage. Donc on voit que c'est quand même des périodes courtes. Et on a vu dans les graphes précédents qu'il y avait sur le long de l'année des variations importantes de production et de consommation, de surplus et de sous-production. Et il va bien falloir gérer ce problème de transport saisonnier finalement de l'énergie au gré des demandes et au gré des productions. Alors rapidement, on va parler d'hydrogène, donc on va parler un peu de technologie puisqu'on est dans le cadre des journées Carnot et en fait ce que l'on fait dans nos laboratoires, c'est essentiellement du développement technologique qui permettent d'améliorer les procédés de conversion, de production d'hydrogène et consorts. Donc aujourd'hui, rapidement, pour faire un petit focus sur les technologies, la production d'hydrogène, puisque ça commence par ça, il faut transformer de l'électricité en hydrogène. Ça se fait par l'électrolyse de l'eau, donc c'est un procédé qui est assez connu et assez ancien. Aujourd'hui, il est très peu développé dans la production d'hydrogène industrielle, puisqu'il y a quand même aujourd'hui une forte production d'hydrogène pour l'industrie. Cette production se fait à plus de 90% à 95% à partir de fossiles, et en particulier de vaporisage du gaz naturel. Pourquoi ? Parce que on est sur des grosses unités centralisées, on travaille sur du gaz industriel, donc on le produit massivement. On le produit à des coûts qui sont aujourd'hui, alors il peut y avoir débat entre 1,5 et 2 euros du kilo à la production, et qui émet entre 10 et 11 kilos de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Là encore, il peut y avoir débat parce que si vous rajoutez de la séquestration c'est pas le sujet du jour, mais là encore on peut en parler. Si on compare à ces chiffres-là l'électrolyse de l'eau aujourd'hui, on en est où ? Alors on est sur des unités qui sont beaucoup plus modulaires. Un électrolyseur, c'est quelque chose qui est assez petit en puissance au départ. Alors après, on peut multiplier le nombre d'éléments de stack dans l'électrolyse et aller à des unités qui peuvent faire plusieurs mégawatts, voire plusieurs dizaines de mégawatts, voire des usines complètes. Ça avait été envisagé, il y avait un beau schéma que j'ai pas repris ici d'un dessineux d'EDF. Alors c'est vrai que EDF était pas trop branché sur le sujet à l'époque, mais qui montrait des usines très importantes de production d'hydrogène par électrolyse. Le coût d'hydrogène produit aujourd'hui, on l'estime entre 3 et 10 euros du kilo en fonction des hypothèses qu'on retient. Si on le prend en centralisé avec une production à pleine année, on est plutôt entre 3 et 4. Si on le prend à partir directement de renouvelables et d'intermittence, on va plutôt monter vers des 7-10 euros du kilo. Et puis on produit, alors là encore, se méfier, on produit 5 kilos de CO2 par kilo d'hydrogène produit, donc la moitié du vaporéformage, sous condition de travailler avec un mix électrique français. Et si vous vous mettez en Allemagne ou en Chine, ça va changer un peu la donne. Les calculs que j'ai fait en Chine montrent qu'on a 15 kilos de CO2 émis par kilo d'hydrogène produit, donc on est moins bon que le vaporéformage. Les verrous de la solution électrolyse, pourquoi elle n'est pas aussi développée ? C'est parce qu'on a d'abord un capex élevé, c'est une technologie électrochimique et les réacteurs aujourd'hui se situent entre 1 000 et 3 000 euros du kilowatt. Mais on espère qu'effectivement, en multipliant le nombre de démonstrations puis de déploiements et par effet de nombre, on va pouvoir baisser le coût de ces technologies. Je pense que Adamo de Maxi en parlera. Il y a également un OPEX qui est assez élevé parce qu'en fait, on transforme de l'électricité qui est déjà un vecteur noble, qu'on a déjà produit avec des réacteurs et des rendements, pour le convertir en hydrogène. Donc, on a effectivement un OPEX lié essentiellement au coût de l'électricité qui est assez élevé. Et puis, si on fait du power to power, c'est-à-dire là, je vais parler de concept de type power to power, power to gas, power to méthane, c'est quand on part de l'électrique et qu'on on retourne à l'électrique en passant que par l'hydrogène. Donc, on a un électrolyseur, du stockage, une pile et qu'on convertit, on a des rendements qui sont aujourd'hui au mieux de 25 à 30% sur l'ensemble de la chaîne, puisque un système électrolyse aujourd'hui c'est 70% de rendement et un système pile 50%. Donc faites la multiplication et mettez quelques pertes de système au milieu et vous arrivez à faire rapidement à 25-30%. Donc c'est vrai que c'est une solution. Quand on parlait au départ de stocker de l'énergie électrique par de l'hydrogène, on s'est fait rire au nez par plein de gens en se disant mais c'est complètement stupide. Sauf que vous verrez que ça peut adresser un certain nombre de situations où il n'y a pas d'alternative à ce type de proposition. Et puis le dernier point, c'est l'acceptabilité sociétale, parce que là encore, c'est un mot hydrogène qui fait encore un peu peur dans les consciences, même si c'est souvent galvaudé. La partie technologique pure de l'électrolyse, donc en fait aujourd'hui, on est capable de déployer des démonstrateurs à partir d'électrolyses existantes commercialement, qu'elles soient alcalines, une technologie alcaline, donc c'est une technologie qui ressemble très proche pour ceux qui ont fait des TP de chimie quand ils étaient en première, à ce qu'on fait pour reproduire une électrolyse de l'eau dans un milieu liquide. Donc elle est assez robuste, elle est assez, simple. Enfin là, je vais me faire attaquer par mon collègue industriel. Elle est relativement bon marché par rapport aux autres, même si j'ai dit que globalement l'électrolyse est un procédé assez cher. Cette technologie particulière a le bon goût d'utiliser des matériaux qui sont pas si sensibles que ça.
Et puis l'efficacité, en gros aujourd'hui de 4 à 5 kWh par normomètre cube. C'est en gros un indicateur pour nous de savoir combien d'électricité on va consommer pour produire un normomètre cube d'hydrogène. Si je prends l'électrolyse PEM qui est un peu moins mature industriellement, la première a été beaucoup utilisée pour faire produire du chlore par électrolyse de Saumur. Donc historiquement, il y a un grand marché, il y a des grands électrolyseurs qui existent. L'électrolyse PEM, elle a été développée plus récemment. C'est une technologie qui est plus compacte. Hein. On n'est plus sur des grands saucissons de grande longueur, mais on est plutôt sur des petites armoires qui ressemblent à de la clim. C'est une technologie qui est réputée flexible par rapport à des variations de charge en amont. Mais là encore, je pense que sur la partie alcaline, il y a des progrès qui sont faits en ce moment pour que cette flexibilité soit atteinte également. Et l'efficacité du même ordre de grandeur, même si certains affirment que la PEM est meilleure que l'électrolyse. Bon là, il y a tout un débat industriel dans lequel je ne souhaite pas rentrer. Le deuxième verrou, c'est on produit de l'hydrogène, il faut le stocker. Pour stocker l'hydrogène, il y a 3 formes possibles que sont le gaz, le liquide, le solide. Je ne vous décris pas tout le tableau. Aujourd'hui, c'est vrai que sur les applications stationnaires couplées à du renouvelable, on s'oriente plutôt vers une solution de type solide, parce qu'elle a, entre autres, je parlais beaucoup d'acceptabilité sociétale, l'intérêt d'être totalement stable. Et Adamo vous présentera des produits dans lesquels il y a de l'hydrogène, j'espère qu'il en a dedans, et vous verrez que c'est totalement inerte. Et bon, la solution gaz est également pas mal développée sur des très grands volumes. La solution liquide a été étudiée pendant très longtemps, mais aujourd'hui, à part dans l'aéronautique, il n'y a pas vraiment d'usage parce que le coût de liquéfaction est énorme et vient impacter complètement le coût de l'hydrogène. Donc, pour dire que ce type de chaîne est déjà en service aujourd'hui et déjà en cours d'évaluation, on a la chance en France d'avoir une des premières plateformes qui inclut des électrolyseurs, donc un parc solaire de 600 kW crête, auquel est couplé un électrolyseur, des systèmes de stockage à la fois d'hydrogène et d'oxygène, des piles avec une restitution de 200 kW potentiel sur le réseau. Et cette installation, et c'est pour ça qu'elle est assez exceptionnelle, est couplée au réseau de SEI en Corse, c'est-à-dire que toutes les expérimentations qui avaient été faites auparavant étaient isolées. On pouvait faire une démonstration de l'électrique à l'électrique, mais en fait en sortant une charge artificielle sur le système, alors que cette expérimentation-là en France permet à SEI de tester des solutions et des business models pour tester ces solutions-là. Donc rapidement, on a déjà des industriels qui se sont mis sur ce marché-là, et en particulier à société McPhy. Donc je vais introduire Adamo Skrenchi qui est au bord de cette société et qui développe ce type de solution-là industriellement. Bonjour à toutes et à tous, merci de l'introduction. Je vais essayer de balayer rapidement une petite présentation de McPhy, et puis je ne sais pas si ensuite il y aura la place pour des questions. La création de la société, en fait, en 2009, quand on est parti après avoir récupéré des brevets du CNRS, et je vous raconterai un petit peu l'histoire, c'était de se dire, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'énergie, d'électricité, principalement, qui est gaspillée, qui n'est pas valorisée. On parle de mégawattheures et pas très peu en France, on en a très peu conscience, mais dans d'autres pays comme en Allemagne ou en Italie, c'était très très présent. Et donc on s'est dit, l'offre de McPhy, c'est de proposer une solution qui permet de valoriser cette énergie en s'appuyant sur une technologie unique de stockage de l'hydrogène sous forme solide, comme l'a dit François tout à l'heure. Là, vous avez 600 litres d'hydrogène et je me promène avec en toute sécurité. Donc ça, c'est un exemple de module de ce qu'on fabrique. Voilà l'idée qu'on avait, c'était de valoriser l'électricité, l'énergie sous une autre forme, et donc l'hydrogène est un bon vecteur. Je dis pas là que l'hydrogène est la seule solution. On l'a vu tout à l'heure, il y a un panel de solutions et à chaque problème vont arriver différentes solutions, mais représente une grande opportunité. Ici, résumé, je ne sais pas si c'est lisible, vous voyez exactement toute la vision qu'on avait de McPhy en 2008-2009, c'était de se dire, on a de plus en plus de cette énergie qui n'est pas valorisée, on va la transformer en quelque chose qui a une valeur, de l'hydrogène. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Un générateur, un stockage. On a commencé par le stockage parce que c'était quelque chose de très innovant, et il nous fallait la brique complémentaire qui était l'électrolyse. On a choisi l'électrolyse alcaline parce qu'elle est mature, parce qu'elle est encore améliorable et parce qu'elle est industrialisable, parce que le marché est tout petit, je vous montrerai. Et ensuite, adresser différents marchés. Le fait de pouvoir adresser différents marchés avec un même produit augmente la rentabilité. Le fait de pouvoir injecter l'hydrogène chez l'industriel qui le consomme comme molécule, c'est un premier marché. Et vous verrez qu'il est assez important. Le fait de pouvoir l'injecter dans le réseau de GazNat actuellement, c'est assez simple à faire. Et c'est, si vous vous souvenez du gaz de ville, enfin vous avez connaissance du gaz de ville, c'était beaucoup d'hydrogène.
Et ensuite, de se préparer à adresser un autre réseau énergétique qui est le fuel de la mobilité. Puisqu'en fait, on parle de réseau énergétique et l'hydrogène permet de faire discuter entre eux, de connecter entre eux différents réseaux énergétiques. Non seulement l'électricité, mais également le réseau de gaz nat, mais également aussi le réseau pétrolier, on va dire. Et d'être à l'interface entre ces trois marchés. Là aussi, je dis pas qu'on va avoir l'année prochaine toutes les voitures à hydrogène, mais rien qu'une petite avancée permet de résoudre quelques problèmes, au-delà des problèmes de dépendance énergétique, et balance commerciale, etc., et de pollution atmosphérique. Donc l'hydrogène se place au croisement de ces trois marchés, et McPhy propose les solutions pour pouvoir adresser ces différents marchés. Comme je disais, les opportunités sont là. Très vite, le premier marché, le marché d'hydrogène industriel. Aujourd'hui, on consomme mondialement 60 millions de tonnes d'hydrogène. Ça représente un marché de 29 milliards d'euros. 99% sont fabriqués à partir du méthane, comme l'a dit François. Alors, aux 2 € de production, il ne faut pas oublier qu'il faut rajouter de la purification, de la compression et du transport. Quand on arrive chez l'utilisateur, on le retrouve plus souvent à 10 €. Et ce qui fait que nous, en se mettant localement, on peut matcher les prix finaux. Et j'oublie aussi un peu de CO2 au passage, parce que quand on le transporte et qu'on le comprime, on n'est plus à 11 kilos par mètre cube, mais on va s'approcher aussi des 15, voire un peu plus. Donc ça, c'est un gros marché qui se développe pour nous, et qui est en croissance. Pourquoi ? Parce que les contraintes environnementales prennent de plus en plus le pas, parce que les logistiques de transport sont aussi des contraintes, parce que il y a certains qui en ont assez de voir se promener des camions dans les rues transportant de l'hydrogène, etc., etc. Et puis parce qu'il y a aussi le développement industriel de certains territoires où la logistique n'est pas celle qu'on a en Europe. Lorsqu'on est en Argentine, au Brésil, en Russie et en Chine, ramener de l'hydrogène, à chaque 200 km, le prix a pris 1 € au kilo. Donc si vous imaginez transporter de l'hydrogène sur 1000 km, ça vous rajoute 10 €, 5 à 6 € le kilo. En France, en Europe, en Allemagne, on a des centres un peu partout, on est à 200 km d'une source, donc c'est un peu plus difficile. Même si il y a quand même des projets en France. Celui-là, vous l'avez vu, le deuxième marché, c'est l'énergie. La valorisation de cette énergie perdue. Je prends l'exemple d'un projet qu'on a démarré en Italie dans les Pouilles. Les Pouilles, c'est le talon de l'Italie, vous voyez. Ça fait à peu près la moitié de la surface de la Bretagne, comme superficie. Il produit autant de solaire et d'éolien que toute la France, dans cette zone-là. Placé tout au bout de l'Italie. Vous imaginez les problèmes de réseau, les problèmes de surproduction d'électricité. Mais on est parti sur un gros projet hydrogène là-bas. L'autre marché, la mobilité, puisqu'on peut aussi substituer une partie du pétrole et de tous ces dérivés qui permettent aux véhicules de bouger. Aujourd'hui, les véhicules existent. Il y a le salon de l'auto, Toyota a annoncé aussi sa mise sur le marché en mars 2015 de son véhicule. C'est plus un souci. Les véhicules existent, sont là, sont quasiment économiques. 50 000 $ pour une Toyota Fuel Cell qui fait 600 km d'autonomie, qui se recharge en 3 minutes, où on a la clim, les vitres électriques et on peut rouler à 150 km/h en Allemagne. Ça existe. Et c'est sur le marché. Ce qui bloque aujourd'hui, ce qui a toujours bloqué, c'est l'infrastructure. Et certains, il y a toujours l'histoire de la poule et l'œuf. Les voitures sont pas là, donc on ne fait pas les stations. Il n'y a pas les stations, donc on ramène pas les véhicules, etc., etc. Les Asiatiques ont cassé un peu le cercle. Hyundai en premier, Kia et Toyota maintenant, disant on a les véhicules, on les met sur le marché. Et si vous voulez pas faire les stations, je les fais moi-même. C'est ce qu'ils font dans certains cas, parce que c'est compliqué de casser ce cercle. Il y a aussi quelques États qui ont pris des initiatives, ont dit ok, moi j'investis. L'Allemagne 100 stations en 2015, la Californie 80 stations. Nous on a une station en Allemagne, on a une station en Californie, McPhy. Et le Japon aussi qui est leader, mais qui a un marché un peu plus fermé et plus protectionniste. Donc c'est en train de vraiment de partir. Et vous imaginez, pour faire un plein d'un véhicule pour 600 km d'autonomie, il vous faut 3 minutes. Pour faire un plein d'un véhicule, je mets pas en opposition, mais dire que les marchés sont différents. Un véhicule électrique, pour faire un plein de 100 ou 150 km, il faut quelques heures. Donc faites le calcul du nombre de stations qu'il faut. D'ailleurs, j'ai vu dans la loi de transition énergétique, on parle de 7 millions de bornes électriques. Une borne, ça se varie entre 10 000 et 30 000 euros. Même prenons 1 000 €, ça vous fait 7 milliards déjà. Avec 7 milliards d'euros, on peut faire quelques stations. Nous, on pense qu'avec 100 stations, 200 millions d'euros, on peut déjà développer une industrie.
Et le dernière application, c'est encore valoriser, même si on a un rendement qui va être de 70%, mais récupérer 70% plutôt que rien, ça vaut le coup quand même. Récupérer cette électricité qui ne serait pas valorisée, l'injecter dans le réseau de GazNat, alimenter un réseau, alimenter des bus qui bougent avec cette partie-là. Il y a un potentiel énorme, vous voyez, 200 milliards de mètres cubes par an. Si on mettait que 6% d'hydrogène dans le méthane, 6% d'hydrogène dans le méthane, ça se voit même pas en fait. Quand on en discute avec GDF, c'est la limite acceptable pour ne rien changer dans toutes les utilisations. 6%, ça fait 200 milliards de mètres cubes, 600 TWh mondiaux. Et ça fait 6% de gaz qu'on achèterait en moins aussi. Et 6% de CO2 en moins puisque ça contient pas de CO2. Alors qu'est-ce qu'on a fait aussi en quelques années? 3-4 projets. Projet phare, projet Grid avec GDF, où c'est le premier projet en France qui a été lancé début d'année, où on va faire du power to gas, avec bien sûr avec le CEA, avec tous les acteurs de la filière. Le projet LACI, qui est de la production d'hydrogène vert, qui va être utilisé par un industriel. Dans ce cas-là, c'est l'INDE, l'industriel gazier, qui récupère cet hydrogène vert. Avec la contribution de l'ADEME. Le projet Ingrid en Italie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, vous avez une pastille. Sur Ingrid, j'en ai 100 000 pastilles dans les conteneurs. J'ai des conteneurs de 40 pieds, 10 conteneurs de 40 pieds. On va stocker 1 tonne d'hydrogène. Pour ceux qui savent ce que c'est que l'hydrogène, 1 tonne d'hydrogène par jour. C'est pas négligeable du tout. C'est 33 MWh par jour de stockage d'électricité renouvelable. La station de Berlin, sur le nouvel aéroport de Schönefeld, on a le générateur et le stockage. On a hérité aussi par l'acquisition d'un projet de power to gas, mais où on était simplement fournisseur d'une brique, l'électrolyse de 6 MW. Donc vous voyez aussi que c'est modulaire. 6 MW, 10 MW, c'est pas demain, ça existe aussi aujourd'hui. Et puis en petit résumé, j'avais préparé, je vais dire une seconde. Pardon. Là, c'était dire un peu toute l'histoire. En fait, on est sorti du CNRS, un peu le lien. On a eu tous les supports qui existent en France, Crédit Impôt Recherche, Oseo, pour développer la société. Ensuite, on a eu beaucoup de partenariats avec le CEA, qui est l'étape suivante. Je dirais, le CNRS est vraiment fondamental. Au CNRS, quand je suis arrivé à la société, le stockage faisait 1 cm3, pour vous donner un peu la taille. Et puis, grâce au CEA et aux outils du CEA, on a pu industrialiser. C'est l'étape suivante, le partenariat, et puis l'accompagnement de l'ADEME également pour faire les projets industriels. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante, devenir vraiment une grosse société du domaine. Voilà. Merci Adamo. Je parlais dedans, ce sera plus simple. Donc on a vu qu'effectivement il y a déjà une industrie qui s'intéresse à ces solutions de production d'hydrogène et d'utilisation d'hydrogène vis-à-vis des renouvelables. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les rendements sont encore assez faibles, même si on arrive à trouver des situations dans lesquelles économiquement on justifie d'un montage tel que l'a présenté Adamo. Aujourd'hui, nous, côté CEA, on essaie d'avancer sur ce qu'on appelle l'électrolyse optimisée à haute température, qui est l'électrolyse qui, au lieu d'électrolyser de l'eau, électrolyse de la vapeur d'eau. Donc c'est une réaction qui se passe entre 7 et 800 degrés, avec des technologies qui sont plus à base de céramique qu'à base de polymère ou de membrane de type de diaphragme. Pour faire rapide, cette technologie-là a l'intérêt d'avoir un rendement nettement plus élevé, puisque si on part de l'électrique, on a un rendement compris entre 90 et 100%. Alors la petite astuce, c'est qu'on rajoute un peu de chaleur, sauf que la chaleur, ça coûte beaucoup moins cher. On peut en trouver disponible un peu partout. Surtout que la chaleur dont on a besoin au départ est une chaleur qui ne permet que de vaporiser l'eau. Donc en fait, on a besoin d'une chaleur à 150 degrés. Et on a beaucoup de rejets industriels ou de sources naturelles qui permettent d'avoir ce niveau de chaleur-là. Donc cette électrolyse à haute température, dont le rendement système pour l'instant est situé entre 80 et 90%, permet d'abord de gagner ses points de rendement. Le système complet d'un système, enfin si on prend un système réversible, l'autre intérêt c'est que cette pile est totalement réversible. On a cru à un moment que les électrolyses PEM par exemple et piles PEM pourraient être réversibles, c'était un doux rêve des années 2005. Alors ça ne l'est pas pour plusieurs raisons. D'une part c'est parce qu'on n'a pas les mêmes catalyseurs efficaces en électrolyse, en mode électrolyse, en mode pile. Et le deuxième effet c'est qu'on est en milieu diphasique, c'est-à-dire qu'on a du liquide d'un côté et des gaz de l'autre, et que c'est vrai que les inversions sont pas toujours évidentes à faire et on a du mal à gérer. Dans le cas de la haute température, on est monophasique, on n'a pas de catalyseur, à part un peu de nickel, mais qui est commun à nombre de réactions. Et donc, on est totalement réversible. Ce qui fait qu'on a besoin d'investir que d'un seul équipement qui travaille dans un sens ou dans l'autre en fonction du mode de l'appel ou de la surproduction de courant.
Les capex sont encore assez élevés, entre 1000 et 1500 euros du kilowatt. Donc on est au-dessus des capex des électrolysés basse température. Mais tout le travail qu'on met en ce moment vise à essayer d'abaisser ces coûts de production de système. Ce qu'on voit aujourd'hui sur les premières estimations économiques, c'est qu'on peut produire un hydrogène compris entre 2 et 3 euros du kilo. Si vous reprenez les chiffres que je vous ai dit tout à l'heure, on se rapproche du vaporeformage du méthane et a priori on pourrait être meilleur que les électrolysés basse température. Mais c'est la génération suivante. Le fait qu'elle puisse travailler en différents modes, c'est-à-dire en mode pile, en mode électrolyse, mais également en mode coélectrolyse, puisqu'on est capable de coélectrolyser de l'eau et du CO2. Et à partir de ce moment-là, on ne produit pas de l'hydrogène pur, mais on produit un mélange hydrogène-CO, donc en fait un syngas, qui est le même syngas que gaz de synthèse qu'on sort de la biomasse. Et ben, on est capable de reproduire des molécules plus complexes avec du carbone et de l'hydrogène. Et c'est toute la famille des power to gas. Alors, ça commence par le gaz hydrogène, naturellement sans carbone, mais on va trouver du power to méthane, du power to méthanol, du power to kérosène, etc. Donc, on peut convertir finalement aujourd'hui de l'électricité dans un carburant, ce qui était quand même pas du tout envisageable il y a quelques années, puisqu'aujourd'hui on fait de l'électricité avec du carburant et pas le contraire. Donc en fait, ça permet de retourner un petit peu la chaussette et d'être capable d'avoir un transfert d'énergie des réseaux électriques vers des réseaux autres de chimie, tels que le gaz naturel, l'hydrogène, le gaz naturel ou les carburants liquides. Et donc il y a pas mal de projets qui visent à essayer d'évaluer ces technologies. Alors il y a plusieurs voies possibles. On peut faire comme le disait Adamo, faire de l'hydrogène et l'intégrer dans le réseau de transport de gaz naturel. C'est le projet GRID à Dunkerque au niveau des réseaux de distribution de gaz. On peut faire de l'hydrogène à partir d'eau et faire réagir cet hydrogène avec du CO2 dans un méthaneur et faire du méthane ou des molécules plus complexes. Et puis on peut faire de la coélectrolyse d'hydrogène et de CO2 et à partir de là on refait un H2CO et on pourra à nouveau méthaner. Donc il y a pas mal de voies possibles et ces voies-là en fait, elles vont être dépendantes des éléments contextuels qu'on aura. C'est un élément important à appréhender. C'est qu'aujourd'hui il n'y a pas une solution générique pour tout le monde. Il y aura en fonction des éléments de contexte des potentiels renouvelables, de l'existence d'un réseau de gaz ou pas, de l'existence d'un besoin chimique à proximité, des besoins de l'industrie des carburants pour mettre des additifs verts et compagnie. Donc il y a tout un ensemble de marchés à adresser avec un ensemble de voies importantes. Donc aujourd'hui, ceux qui sont les plus en vue, c'est naturellement l'intégration d'hydrogène dans le réseau de gaz, et Adamo en a parlé, et puis le volet production d'un méthane de synthèse, que là on peut directement intégrer dans le réseau, et là on n'est plus limité à 6% ou à 20%, on peut quasiment rentrer tout le méthane de synthèse dans le réseau. Il n'y a plus de difficulté de mélange, il n'y a plus de difficulté d'usage, puisque à la fin ça reste du méthane, le gaz de synthèse est à 96% du méthane, et donc on est complètement cohérent et compatible avec les réseaux et les infrastructures actuelles, ce qui est important dans le cas de la transition énergétique, puisqu'on peut utiliser les réseaux de gaz pour valoriser cet hydrogène. Donc il y a 2-3 schémas que je ne vais pas détailler qui expliquent comment tout ça fonctionne. On part du réseau électrique, on électrolyse et on récupère du CO2. Alors là encore, intérêt, c'est qu'on va recycler du CO2 et lui donner une seconde vie. Donc quelque part, il sortira toujours à un moment donné d'un pot d'échappement ou d'une fumée d'usine, si on ne sait pas le capter dans la fumée d'usine, mais quelque part, on aura amorti son usage, l'atome de carbone, sur un certain nombre d'usages. L'atome de carbone sera amorti sur plusieurs usages. Donc je vous disais qu'il y avait plusieurs projets qui étaient nés, d'envergure, plutôt d'envergure. Il y a 5 projets qui ont déjà démarré en Allemagne et qui sont vraiment en phase d'évaluation. En particulier en Allemagne, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils produisent l'énergie éolienne au nord et les populations sont plutôt au sud, donc ils ont un problème de transport au-delà du stockage temporel. Ils ont le problème du transport des fortes densités d'énergie au nord à ramener vers le sud. Alors, le réseau est malheureusement plus faible que le nôtre, le réseau électrique, et donc ils envisagent d'utiliser les réseaux de gaz naturel pour conduire l'énergie de nord au sud. Même si les rendements sont là, ils commencent à démontrer que ça peut avoir du sens sur ce système-là. En France, il y a 3 projets, donc le projet MIRT, qui est un projet Power to Hydrogène, le projet GRID, qui est un projet injection d'hydrogène dans les réseaux de distribution, et puis un projet GRTgaz qui est en cours d'évaluation par l'ADEME, qui vise à intégrer plus massivement de l'hydrogène ou du méthane dans le réseau de transport de gaz naturel. Et puis on a des projets en Italie, on a des projets aux Pays-Bas et en Scandinavie, donc qui ont fleuri. Un petit Adamo parlait de la mobilité. Ce qui est important de voir dans l'hydrogène, c'est qu'il est multimodal et que non seulement ça s'appelle stocker de l'énergie et de restituer l'électricité à partir de cette énergie, ou de la chaleur d'ailleurs, parce qu'on fait de la cogénération, il permet également d'adresser la fonction mobilité. Et quand on parle de méthanation et de power to gaz, Audi propose un modèle où effectivement il alimenterait des véhicules avec un gaz produit par recombinaison de CO2 et d'hydrogène produit par les renouvelables.
Et donc on voit apparaître en extrémité du diagramme que je vous ai présenté tout à l'heure un autre domaine de plus forte capacité, puisque là on est directement dans les réseaux de gaz naturel, donc on a des volumes importants d'énergie potentiellement stockable et transportable. Et donc le Power-to-Gas amène à avoir une nouvelle vision intersaisonnière et sur des grandes distances et des grandes capacités. C'est un des éléments, par exemple, qui est très regardé du côté de la mer du Nord avec les parcs offshore qui sont en train d'être installés. Voilà. Pour le Power-to-Gas, il nous manquait une brique. Je vous ai parlé tout à l'heure de la brique électrolyse avancée pour optimiser le procédé de production d'hydrogène. Et ben, il nous manquait la brique méthanation. Alors la méthanation, c'est un procédé qui existe. Transformer un mélange CO2H2 ou COH2 en méthane, c'est quelque chose d'assez simple. C'est des réactions de Lavoisier qui sont maîtrisées depuis longtemps par les industriels. Sauf que dans ce cas-là, on a besoin encore d'optimiser le rendement. Et l'intérêt, c'est que la méthanation produit beaucoup de chaleur. C'est une réaction très exothermique. Et on peut utiliser cette chaleur pour par exemple, produire de la vapeur à mettre dans un électrolyseur haute température. Et donc là, je vais introduire Philippe Bussy qui travaille sur la société Atmostat. On a eu un projet Carnot sur le développement d'un méthaneur avancé qui permet de valoriser cette chaleur au mieux. Et donc aujourd'hui, cette société nous accompagne dans le développement industriel de ce produit. Merci François. Bonjour à toutes et à tous. Philippe Bussy, société Atmostat. Je vais vous présenter rapidement, parce que c'est toujours le même problème quand on passe en dernier, on a très très peu de temps. Je vais vous faire un survol rapide de la société. La société Atmostat fait partie du groupe Alsan, qui est détenu exclusivement par la famille Prieux, avec un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros par an, 1800 salariés, 32 filiales opérationnelles, 19 usines, dont 15 en France. Voilà. L'historique, alors pourquoi le Atmostat, le CEA? Alors Atmostat a été créé pour des applications défense au départ, ce qui fait que la collaboration entre le CEA et la société Atmostat dure depuis 1972. Au fil des années, il a fallu augmenter un petit peu les activités. Il y a eu des problèmes sur des matériaux un petit peu sensibles comme le beryllium, des applications de défense. Il a fallu créer un bureau d'études. Il a fallu créer une société Best Price en Tunisie pour réduire les coûts. Et ensuite, on a travaillé sur d'autres sujets, toujours sur des applications de défense, sur un procédé qui s'appelle le soudage-diffusion, qui permet d'assembler des matériaux homogènes et hétérogènes de manière tout à fait remarquable et avec d'excellentes propriétés mécaniques. Et autour de ce procédé, on a envisagé tout un tas de choses. Au départ, on a commencé à travailler sur des produits défense, et puis ensuite on s'est dit, dans les applications défense, il faut obligatoirement garder ce savoir-faire. Que faire d'autre avec ce procédé qui permet de faire plein de choses? Ce qui fait qu'on a commencé à travailler avec l'ECA sur les applications ITER en 2002, et puis en 2012, on a tout naturellement basculé vers les échangeurs de chaleur et les échangeurs réacteurs. Les différents secteurs d'application de la société Atmostat sont le nucléaire, le médical, l'aérospatial, l'aéronautique, la chimie et la défense, bien sûr. Et on a une multitude de laboratoires et de partenaires financiers qui nous aident tout au long des projets que l'on met en place pour pouvoir les industrialiser un jour. Bon, les moyens disponibles, on a beaucoup de moyens d'usinage haute technologie, des moyens d'assemblage, du contrôle, de la simulation. Tout cela pour faire des produits à haute valeur ajoutée, non pas pour faire des produits que l'on trouve classiquement sur certains marchés. Bon, je suis désolé, il y a eu un problème au niveau du transfert de la présentation. On fait beaucoup d'applications, alors beaucoup de pièces beryllium, alors pour des applications aérospatiales et aéronautiques, parce que la masse du beryllium est relativement faible, pour des applications jet et ITER, beaucoup de dispositifs de sécurité, je vous en ai parlé, la défense. Et puis sur l'énergie, alors on fait un petit peu autre chose, nous, par rapport à l'hydrogène. On a développé un réservoir d'hydrogène qui permet de stocker quelques litres d'hydrogène sous pression pour d'autres applications que McPhy, et pour des petites choses transportables, notamment pour l'aérospatiale. Et puis on fait un petit peu de stockage cinétique pour pouvoir aussi répondre à des demandes sur des applications bien précises. Alors, le CEA et Atmostat, ITER, une longue histoire. On a commencé à travailler avec eux, comme je vous l'ai dit, dans les années 2000, pour fabriquer les composants de la première paroi. Ça a été au départ une étude de réalisation, une étude de conception, une étude de fabrication. Et à l'heure actuelle, on est, nous, la société Atmostat, en collaboration avec le CEA, on se permet de répondre aux appels d'offres ITER, et nous avons remporté plusieurs marchés, à savoir les Faraday screens qui sont installés sur les réacteurs ITER. On a remporté un marché pour pouvoir démontrer la faisabilité technique de ces composants, qui ont été testés avec succès. On a été reçu sur 2 appels d'offres sur les panneaux de première paroi d'ITER. À l'heure actuelle, on a un composant échelle 1 à fabriquer, et toutes les technos de fabrication ont été développées au CEA. Nous allons répondre sur les divertors, c'est la partie basse
du réacteur ITER, qui permet aussi d'assembler des matériaux exotiques comme du tungstène et du cuivre, et qui sont capables d'accepter des flux relativement importants, puisque sur ITER, on parle de 20 MW par mètre carré, sur des petites plaquettes de tungstène qui font 28 mm au carré et 12 mm d'épaisseur. Et bien sûr, on travaille sur les applications du futur, les test blanquettes modules, c'est le réacteur démo, qui lui, au contraire du réacteur ITER, fera la preuve d'une démonstration de production d'électricité, alors qu'ITER fera simplement la preuve de l'autosuffisance en termes d'énergie. Bien sûr, avec tout ce savoir-faire autour du soudage diffusion, nous avons continué à travailler avec le CEA sur des applications Power to Gas. On a commencé à travailler sur des applications échangeurs, alors non pas sur des échangeurs à plaques ou des échangeurs tube calandre comme on trouve classiquement, mais plutôt sur des choses un peu plus élaborées. Alors sur la droite, on a une photo où on voit un absorbeur solaire. C'est du tube classique, c'est pour des applications solaires. Et sur la deuxième, on est sur des applications beaucoup plus, je dirais, condensées, avec de fortes énergies. Nous sommes bien sûr partis sur des applications nucléaires aussi, parce que je vous ai parlé qu'on travaillait beaucoup sur le nucléaire. Il y a beaucoup d'échangeurs réacteurs à plaques qui sont à l'heure actuelle envisagés pour remplacer les échangeurs tubes calandre, notamment pour des futurs réacteurs nucléaires. Et bien sûr, cette technologie qui a été développée dans le cadre du nucléaire peut tout à fait s'appliquer au power to gas et à la production de gaz de synthèse. Alors comme disait François, il suffit simplement de mettre dans un canal, il suffit de mettre du catalyseur. Et en fonction du type de catalyseur que l'on met en place, on peut très bien avoir soit une réaction sous forme de gaz, soit en réaction liquide. Il y a un petit démonstrateur qui a été fabriqué au CEA. Nous, ce que nous allons faire, nous allons l'industrialiser. Et bien sûr, il y a toutes les applications chimie qui peuvent dériver de ces types de fabrication et permettre d'atteindre d'autres conversions qui seront utiles pour la chimie. Voilà, j'ai essayé de faire vite. Je vous remercie pour votre attention. Donc rapidement pour conclure, je vais pas prendre les transparents de conclusion parce qu'on est pressé par le temps. Ce que vous voyez là, c'est qu'aujourd'hui, donc la question posée, c'est est-ce que l'hydrogène effectivement aura un rôle à jouer par rapport aux énergies renouvelables ? La réponse est clairement oui. Les technologies existent, vous le voyez, elles existent même quasiment toutes à l'état commercial, avec des efficacités plus ou moins valables pour avoir un rendement global et une viabilité économique démontrée. C'est tout le travail qu'on fait dans les démonstrateurs qui sont établis aujourd'hui. Et donc on développe aujourd'hui des briques innovantes. On essaie de développer des briques innovantes pour gagner justement cette efficacité et rendre l'hydrogène de plus en plus utile et intéressant à ce soutien aux énergies renouvelables, sachant qu'il y a, sur certains cas de type stockage intersaisonnier, il n'y a pas de solution alternative aujourd'hui. On n'a pas de solution de stockage de grande capacité d'énergie sur des périodes très longues. Donc on pense qu'il y a un vrai enjeu autour de ça. Et donc il y a tout un ensemble de démonstrateurs, comme on a pu vous le montrer, de développement technologique qui permettent d'assumer cette viabilité de l'hydrogène dans le cadre qui est présenté. L'ADEME va peut-être nous donner quelques petits... Non, en deux mots, je pense que je vais pas passer la présentation. J'avais deux éléments d'actualité en fait à partager dans le cadre de cette conférence sur l'hydrogène. La première, c'est dans le cadre d'appels à projets que l'on mène annuellement pour accompagner les développements dans l'hydrogène et les piles à combustible. Donc vous présentez les 6 projets lauréats qui ont été sélectionnés à l'appel à projet TITEC, transfert industriel et tests en conditions réelles. Et si vous voulez, j'ai quelques exemplaires de fiches et qui sont sur le stand ADEME également que vous retrouverez là-bas, qui donnent une image à la fois des usages aussi, hydrogène et piles à combustible, et puis de l'état de maturité en fait de la technologie, puisque maintenant on en est vraiment à des démonstrations en conditions réelles d'application. Et puis l'autre élément d'actualité que je voulais évoquer, c'était une étude qui est vraiment sur le point de sortir. C'est une question de
de semaines ou une dizaine de jours. Ça sera sur le site de l'ADEME. C'est une étude un peu plus approfondie sur le power to gas qu'on a réalisé avec GRDF et GRT Gaz et qui analyse un peu plus finement à l'horizon 2030 les potentiels donc du fameux power to gas pour le contexte français. Donc avec des éléments d'analyse technico-économique aussi, parce qu'on sait que techniquement ça marche, mais l'idée c'est de savoir à quel coût et puis quel est le potentiel en termes d'excédent d'ENR électrique dont on peut disposer pour 2030 pour faire du power to gas. Donc ce sera voilà, je vous donne rendez-vous à la fois sur le stand de l'ADEME et à la fois sur le site de l'ADEME pour disposer de cette étude d'ici quelques temps. Voilà. Merci de votre attention à tous. Merci.